Il y a deux motivations à la réponse au concours. D'une part, on avait un intérêt très particulier pour la peinture, que j'ai toujours conservé, qui me sert aussi à l'enseignement. Et donc j'étais particulièrement intéressé à répondre à un musée des beaux-arts. Et aussi, c'était le musée le plus important de la ville où je suis né, donc c'était une chose fondamentale. Et par ailleurs, Emmanuelle Baudouin, ma femme, avait commencé à étudier le projet sur ce thème pour son diplôme. Euh, Si on retrace l'histoire du site, et on a cherché à le faire au moment du concours, euh, la, la, ce lieu, avant d'être la place Saint-Islas, c'était un fossé, le fossé des bastions qui entouraient la vieille ville de Nancy. Il n'y avait aucune donnée dans le concours lui-même, aucune demande particulière, aucune information sur l'histoire des fortifications. On a, par chance, cherché à trouver des documents. On a trouvé au musée Lorrain une gravure qu'on a photographiée et qu'on a superposée au terrain. On s'est aperçu que probablement il était envisageable qu'il y ait dans le sous-sol du bâtiment les vestiges des fortifications d'un bastion qui avait été arasé. Et on a imaginé que s'il avait été arasé, peut-être qu'il n'avait pas été complètement démoli et qu'il n'était pas impossible de retrouver des vestiges. Ça, c'était la couche la plus ancienne qu'on pouvait imaginer à ce moment-là. Et ensuite, il y a évidemment le pavillon de la place Saint-Islas qui est fondamental avec sa grille, la grille Jean Lamour, avec l'ensemble urbain. Il y a même l'histoire un peu oubliée du théâtre. Au fond, avant d'être un lieu de musée, c'était un lieu de théâtre. Et ça, c'est quelque chose qui a presque été oublié, disons, des mémoires. Puis il y avait bien entendu le bâtiment de Jacques et Michel André, qui était une période forte pour lequel il a fallu aussi, au fond, presque se battre pour préserver en particulier l'escalier qui était dans le programme du concours destiné à être démoli. Le dernier sujet fort pour la conception du projet, c'est le rapport à l'art minimaliste qui faisait l'objet du mémoire d'Emmanuelle Baudouin dans son travail de diplôme et pour lequel on a, disons, on s'est rapproché du travail sur la pesanteur de certains sculpteurs, en particulier Richard Serra, qui a fait une œuvre assez frappante de deux plans horizontaux, l'un opposé au sol et l'autre accroché au plafond, qui mettent en valeur une notion essentielle pour l'architecture qui est la gravité. Et donc cette mise en scène de l'idée de la gravité, c'est un des thèmes sur lesquels on a travaillé pour les éléments du projet. On a installé une surface horizontale sombre au sol, dont l'équivalent en dimension est à peu près la surface de la façade, qui elle est verticale et d'une couleur pierre, couleur naturelle, et qui est orthogonalement suspendue au-dessus de la plaque du sol, et une troisième surface horizontale qui est, elle, est blanche, totalement abstraite, qui était à l'intérieur du bâtiment. Les trois surfaces se croisent, la façade rentre à l'intérieur du bâtiment, est suspendue à l'intérieur du bâtiment, sans le toucher. Elle ne touche pas non plus la surface horizontale suspendue au plafond. Et les trois surfaces agissent comme une sorte d'hélice spatiale qui crée un rapport visuel fort, du moins quand on est dans le jardin ou quand on a la mémoire du parcours du musée. Ce n'est pas une vision directe, c'est une vision qui met en place
la mémoire du projet et le parcours dans le bâtiment. À l'origine, le jardin devait être un lieu accessible au public, peut-être ça le deviendra un jour, les musées évoluent comme toujours. Les trois éléments sont les points de base. Après, il y a des éléments ponctuels qui sont des éléments annexes, qui sont des volumes qui jouent aussi avec la gravité, qui sont des éléments pesants, qui sont 4 petites salles posées au sol dans un granit vert sombre, de la même couleur que les piliers extérieurs. Et ces éléments faisaient contrepoids à ce dispositif d'espace. Ce sont des choses qui sont évidemment propres aux architectes, c'est-à-dire jamais on a expliqué la raison d'être de ces éléments-là, ni même décrit ces choses-là dans le concours. Il y a une partie du travail des architectes qui peut être exprimée, qui est la fonctionnalité, le parcours, etc. Des choses qui sont attendues. Et il y a des éléments qui sont des phénomènes plus fondamentaux pour l'architecture, plus essentiels, qui sont difficilement explicables parce que ce n'est pas ce qu'on attend, ce n'est pas ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas de faire de l'architecture, on nous demande de faire un bâtiment, ce n'est pas la même chose. Par contre, pour faire un projet, un architecte doit tenir compte de ces éléments-là, qui sont des éléments en profonde relation avec les lois de la nature. La gravité, c'est une loi essentielle sur laquelle l'architecture est fondée, comme toute la nature. La nature suit les lois de la gravité, même si on ne s'en aperçoit pas. Ces différentes lois, qui sont des lois invisibles, sont les choses les plus intéressantes pour l'architecte. Par exemple, la lumière, qui est un phénomène naturel, c'est un phénomène qui est a priori invisible. On ne voit pas la lumière en tant que telle, on ne voit la lumière que quand les éléments de l'architecture l'arrêtent ou les éléments de la nature l'arrêtent. Et la lumière apparaît seulement quand elle est arrêtée. Donc, un des thèmes de cet ordre, qui est un ordre invisible, est évidemment pour un musée des beaux-arts absolument essentiel. Donc la gravité, la lumière. Le troisième thème, c'est un thème fondamental pour les musées également, et pour l'architecture en général, c'est l'idée du temps. C'est-à-dire que on pense que l'architecture, c'est non seulement la construction d'un espace, mais c'est aussi la construction du temps. Et le temps est manipulable. Le temps peut se dilater, peut se comprimer, peut se resserrer, peut donner une idée de dilatation, de ralentissement. Et dans un musée, comme dans un certain nombre de sujets, il nous semble essentiel de mettre le visiteur dans un état temporel différent de celui qui est celui de la vie courante. Donc le musée de Nancy, volontairement, c'était un musée en lumière naturelle. Et la difficulté, c'était d'introduire cette lumière naturelle dans un bâtiment qui est au fond assez épais. Le rez-de-chaussée occupe une surface très large et la lumière rentre, si on prend que la façade, elle rentre environ à 6 mètres, pas plus loin. Et donc, il était nécessaire d'agir à la fois pour atténuer la lumière directe de la façade, c'est-à-dire faire en sorte que le soleil ne rentre pas directement dans le musée, donc affaiblir la lumière de l'extérieur et trouver des lieux où on pouvait introduire la lumière à l'intérieur de différentes façons et en vue de l'épaisseur du bâtiment dans 3 lieux différents, qui est d'une part une faille que nous avons installée entre les 2 niveaux qui sont légèrement décalés, qui permet à la lumière naturelle de s'introduire sans rentrer directement. Elle est prise dans cette épaisseur où je disais qu'il n'y avait pas d'œuvre au début, justement à cause de ça. C'est-à-dire que la lumière rentre et pénètre et apporte aussi une autre qualité. C'est-à-dire que, suivant l'heure de la journée,
Par exemple, le matin, la lumière du jardin est froide, mais au centre du musée, c'est réchauffé par une lumière plus chaude. Donc ça crée des atmosphères, ça crée des différences de qualité de lumière. Et dans l'épaisseur, si vous allez au bout du bâtiment le long des mitoyens, il y a des puits de lumière qui, eux, sont ponctuels, liés à des entrées très différentes, c'est-à-dire c'est des percées, disons, dans la toiture, qui apportent une lumière plus nuancée et par exemple plus directement en rapport à certaines œuvres et en particulier à des sculptures. Il y avait des puits de lumière dédiés à des sculptures bien précises et d'autres qui sont liés par exemple à une période qui était la sculpture cubiste, donc qui apporte une lumière encore différente. Mais en tout cas, l'ensemble de ces trois lumières sont équilibrées. Du côté du jardin, pour atténuer la lumière directe, nous avons avancé la façade de l'étage d'environ 4 mètres, ce qui crée une sorte d'épaisseur qui est vide, puisque les structures sont très ponctuelles, dans lequel il y a les salles du rez-de-chaussée, les 4 petites salles du rez-de-chaussée, qui sont des pièces intérieures mais prises dans le jardin. Disons qu'on a le sentiment de rentrer dans le jardin. Et à l'étage, il y a 3 volumes suspendus à la façade qui a un rôle structurel. Mais en tout cas, l'ensemble de cette façade qui est suspendue fait une porte-ombre sur le mur rideau vitré du rez-de-chaussée. Et ça apporte, ça atténue la force de la lumière et ça apporte l'ombre nécessaire pour éviter la pénétration du soleil. Quand on monte à l'étage, il y a un événement particulier dans la grande salle du bâtiment de Jacques et Michel André, le bâtiment du début du XXe siècle, où dans cette salle, il y avait autrefois une verrière avec un plafond vitré que l'on a reconstitué, on a reconstruit une verrière et installé un grand plan suspendu blanc qui permettait à la lumière d'accéder directement sur l'espace intérieur avec les nuances dont on parlait, c'est-à-dire les nuances du temps, mais en même temps d'y associer la lumière artificielle. Donc il y a un dispositif qui permet à la lumière naturelle de rentrer, à la lumière artificielle de prendre le relais en fin de journée, pour que on ait une atmosphère changeante, mais en même temps stable du point de vue de la présentation. Bon, le musée de Nancy était le premier que nous avons réalisé. C'est vrai que cette passion pour la peinture m'a conduit à chercher d'autres occasions. La première était celle du musée du Havre, qui est un bâtiment magnifique avec un lien avec Nancy, puisqu'un des auteurs du musée était Jean Prouvé, que j'ai connu et que j'appréciais énormément. Donc c'est un peu pour tenter à la fois de travailler à partir de son œuvre et à partir de l'œuvre de Guy Lagneau et de son équipe que j'étais intéressé par le musée du Havre, mais aussi pour essayer de préserver au maximum l'œuvre de Jean Prouvé, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et ça a été une lutte très, très, très dure pour préserver les qualités du bâtiment, très dure contre la réglementation, etc. C'était une occasion particulière parce que l'architecte était encore vivant, Guy Lagneau, et c'était un grand bonheur de pouvoir travailler vraiment le projet avec lui. C'est un projet, une intervention dans un bâtiment où un architecte est encore vivant. C'est fondamental pour moi, pas pour tout le monde, mais c'est fondamental de pouvoir travailler avec l'avis et les conseils de l'auteur. Ensuite, le musée que nous avons pu réaliser à la suite, c'était un moment incroyable parce que c'est un musée dédié à Henri Matisse, qui est un des peintres les plus exceptionnels du XXe siècle. Donc là, c'était une chance extraordinaire de pouvoir travailler à partir de l'œuvre de Matisse et des peintres qui sont dans le musée qui est situé au Cateau Cambrésis. Mais c'est aussi une chance exceptionnelle d'avoir
travaillé avec une conservatrice qui était exceptionnelle aussi. Et les conservateurs sont essentiels dans les projets de musée. Il y a l'équipe d'architectes, etc., les ingénieurs, les entreprises. Mais le conservateur, c'est au moins la moitié de l'auteur. La qualité du résultat dépend de la qualité du conservateur largement. Et on a eu beaucoup de chance dans ces 3 musées de faire ce travail. Et Matisse, c'était un événement pour moi très très marquant. On a fait un autre musée dans une autre situation très différente, qui était un musée à l'étranger. C'est un musée monographique sur l'œuvre d'un peintre aussi, qui est le peintre Uno Lee en Corée du Sud, qui est certainement le musée le plus complet que nous avons réalisé, le plus, à mon sens, le plus réussi. Et là, c'était avec la veuve du peintre et avec la conservatrice qu'on a pensé ce musée, jusqu'à choisir avec elle les œuvres qui allaient être dans le musée, ce qui était une situation très étonnante, incroyable. Voilà, chaque musée est différent et chaque musée répond à des données, des besoins et surtout évidemment des sites qui sont à chaque fois des lieux tellement différents qu'on ne peut pas penser qu'il y a un prototype qui peut être répétitif. Évidemment, il y a des thèmes qui sont toujours les mêmes. La lumière, la dilatation du temps, il y a des choses qui se retrouvent d'un musée à l'autre. Mais au moins, ça c'est la chose intéressante dans ce type de programme, c'est que on est obligé de toujours repenser complètement à zéro les projets et les remettre en scène. Bon, ça c'est une partie peut-être la plus intéressante de notre travail. Le paradoxe de l'architecture des musées, c'est que l'architecture doit être en retrait. L'architecture doit être seconde par rapport aux œuvres. Et ici à Nancy, l'architecture devait être aussi seconde par rapport à l'histoire. Par exemple, par rapport à la place Stanislas. Il était important qu'on n'ajoute pas une écriture de plus, un langage de plus par rapport à l'œuvre de Jean Lamour, d'Herré. C'est pour ça que l'architecture est très simple, c'est juste une surface comme le fond d'un tableau derrière un portrait. Et pour les œuvres, c'est pareil. L'architecture accompagne, met en valeur et ne doit pas être présente ou peu présente. Donc le paradoxe, c'est que malgré tout ça, malgré ces conditions de décalage, il est important que le visiteur ressente l'espace dans lequel sont installées les œuvres et qu'il parcourt. Qu'il ait une sensation qui est plutôt de l'ordre physique, c'est-à-dire d'un rapport physique à l'espace. Donc c'est pas conscient. Et cela, ça introduit une certaine qualité d'émotion, qui n'est pas une émotion visuelle, qui n'est pas une émotion, qui n'est pas un choc, qui est plutôt une émotion de type atmosphérique. Et cette émotion-là, dans émotion, il y a mouvement. Émouvoir, c'est déplacer. Et donc le déplacement, c'est ça qui crée l'émotion. Au fond, c'est le parcours qui donne une certaine sensation aux visiteurs. Le regard n'est pas toujours porté sur les œuvres. Les œuvres doivent être tranquilles. Et on doit pouvoir les regarder tranquillement sans qu'il y ait des gestes autour d'elles. Bon, la question du temps. Le projet date d'il y a 30 ans pour nous. Il a été ouvert il y a 20 ans, mais le projet a été conçu il y a 30 ans. Il y a des dangers
à éviter quand on est jeune architecte comme nous l'étions, en tout cas nous, Emmanuel et moi et Sylvain, c'est le danger de vouloir être, comment dire, dans le temps présent. C'est peut-être nécessaire pour un certain type d'art, qu'on appelle l'art contemporain, qu'on appelle... Mais si on pense que l'architecture est un art, elle est un art qui a une durée. Et donc c'est un art qui doit être très attentif à ne pas regarder l'immédiat et à tenir compte à la fois de ce qu'il précède et de ce qui va suivre. Donc au fond, on doit s'adresser à la longue durée. On doit essayer d'installer un projet qui n'est pas datable. Disons, l'idéal, peut-être, bien sûr, c'est un bâtiment du XXe siècle. Mais au fond, ce qui me plaît dans les architectures que j'ai citées, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Héré, prenons l'exemple d'Emmanuel Héré, bien sûr, c'est un architecte du XVIIIe, mais ses préoccupations, ce qui apparaît de l'évolution de son travail, sont des préoccupations qui sont encore d'actualité pour nous, qui sont encore justes. Le projet, c'est pas qu'on souhaite qu'il ne vieillisse pas. Bien sûr, il vieillit, il passe son temps, mais les questions qui sont mises en œuvre dans le projet doivent rester. Et celles-là doivent être de l'ordre de la permanence. Tout le reste, c'est des sortes de mises en forme qui sont marquées par l'époque et qui peuvent changer. L'idéal d'un bâtiment, à mon avis, c'est justement qu'on ait un peu de mal à lui donner une date précise. Donc je crois que celui-là, c'est le cas.